Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 21 avril. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, jason d'environnement parce qu'on a la chance de pratiquer un sport extérieur où on peut connecter avec la nature puis faut pas prendre notre terrain de jeu pour acquis. Puis NAC a compris ça dès le début en s'assurant de développer des produits qui sont éco-responsables. D'abord, en utilisant des protéines d'origine végétale ou de grillons qui ont tous les deux une empreinte environnementale qui est faible. Ensuite, en étant une entreprise certifiée B Corp, une certification qui est seulement accordée aux entreprises qui répondent aux normes les plus élevées en frais de responsabilité sociale et environnementale. Et parce que NAC veut continuellement s'améliorer, les fondateurs ont fixé des objectifs qui sont très ambitieux pour 2025, atteindre 100% d'emballage éco-responsable, être carboneutre et augmenter leur score B Corp de 20%. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. Pour essayer leurs produits éco-responsables, ça se passe sur le NAC.com. Puis NAC t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 148e épisode de Pas sorti du bois, un autre vendredi et un autre café du vendredi. C'est devenu une tradition pour moi, pour vous je pense aussi. Du fun à faire ce tour d'horizon-là, un format d'épisode qui est plus court que ce dont je suis habitué de faire, mais avec le nouveau bébé qui vient d'arriver, avec le congé de paternité qui est terminé, c'est parfait ce court format-là pour moi. Puis avoir votre réaction semaine après semaine quand vous m'écrivez pour me dire que vous avez apprécié ça, je pense que ça vous plaît aussi. Continuez de m'écrire si vous avez des choses que vous voulez que je parle, parce que c'est ça qui est le fun avec le café du vendredi. Je peux m'amuser à insérer plein de sujets comme ça qui ont un lien avec notre communauté, avec notre sport. Donc, si vous pensez à des affaires, écrivez-moi, puis peut-être que ça se retrouvera dans votre café du vendredi. On commence en force avec l'échappée de l'île aux Coudes, anciennement le demi-marathon de l'île aux Coudes qui a été repris cette année par l'équipe d'événements Ricana. Ça avait été annoncé un peu plus tôt cette année. Ça a lieu les 17 et 18 juin prochains, bien sûr, à l'île aux Coudes. Nouvelle particularité de cette course-là, premièrement, on a de la course sur route le samedi 17 juin, format comme c'était dans le temps du demi-marathon de l'île aux Coudes, donc un 5 km, un 10 km et un 23 km. Mais le dimanche, on tombe en mode course en sentier. Le 7 km, le 12 km et le 21 km des parcours qui ont été imaginés par l'ami Charles Castonguay, qui est natif de l'île aux Coudes. Et bien sûr, événement Ricana qui reprend un événement. Fallait s'attendre à de l'innovation, fallait s'attendre à quelque chose de le fun, puis l'arrivée de la course en sentier sur l'île aux Coudes. Je parle d'innovation, je parle d'événements Ricana, puis c'est ça le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que ça a été récemment annoncé que le parcours de 7 km de course en sentier va accueillir cette année des athlètes en chaise adaptée en collaboration avec l'entreprise québécoise TrackZ Mobilité. Il y a des personnes à mobilité réduite qui vont pouvoir participer aux 7 km de sentier. C'est beau de voir ça, un événement qui ouvre ses portes comme ça. On a vu par le passé au Défi des couleurs, on a vu au Bromont Ultra, et là, il y a le projet de la Diagonale inclusive que vous avez peut-être entendu parler parce que Bruno Blanchette, Anne Genet, Johan Rock sont impliqués là-dessus. C'est un projet en 2024. J'y reviendrai dans un autre café du vendredi, mais dans ce cas-ci, je trouve ça vraiment le fun qu'un événement ouvre littéralement son parcours régulier à cette clientèle-là. Cette année, les organisateurs ils espèrent accueillir entre 5 et 10 athlètes à mobilité réduite et leur équipe. Bien sûr, ça prend des athlètes qui ont déjà leur chaise adaptée, qui ont peut-être même une équipe. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est beau de voir ça. Puis je trouve que ça va vraiment dans cette mouvance-là d'ouvrir la course en sentier, de rendre ce sport-là plus inclusif. Donc, c'est vraiment une nouvelle que je trouvais importante de vous partager. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site de l'échappée de l'île aux Coudes. Toutes les informations sont là, mais je trouve ça vraiment beau. Puis je pense même que s'il y a des gens qui souhaitent donner du temps puis porter ces chaises-là, participer, aider ces athlètes-là à mobilité réduite, vous pouvez le faire, vous pouvez signifier votre intérêt à l'événement. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai vu ça passer. Marlène, tu me diras si je me trompe, mais bref, il y a quelque chose de vraiment beau qui va se passer à l'échappée de l'île aux Coudes les 17 et 18 juin prochains. Deuxième sujet aujourd'hui, très loin des trails. Par contre, là, on se transporte dans les rues de Boston parce que lundi dernier, c'était le marathon de Boston, le mythique marathon de Boston. Et on avait des trailers québécois, des gens de trail qui sont allés faire de grosses performances là-bas. Il y a beaucoup de Québécois. C'est drôle parce que quand il y a une course américaine ou une course européenne où il y a des Québécois,
Ben souvent, je vais faire une petite recherche dans les listes de coureurs, de coureuses qui vont prendre le départ. Puis, je vais être capable en tapant Canada, en tapant Québec, je vais être capable de voir une liste souvent plutôt courte de nos Québécois qui sont là. Là, j'essaierai pas de nommer tous les Québécois qui ont participé à ça parce qu'il y en avait beaucoup. Par contre, je tiens à mentionner quelques noms. David Savard-Gagnon, un gars qui est très performant autant sur route que sur trail, un gagnant de l'UTHC 125 en 2020, a fait un impressionnant chrono de 2h29 et 29 secondes. C'est très rapide. Mon bon ami Charles Castonguay, je vous avais parlé de lui parce qu'il avait fait un podium à Las Vegas sur un demi-marathon il y a quelques semaines. Ben là, il a remis ça à Boston. Grosse performance, 2h35-16. Je pense que la fin de course a été difficile pour lui, mais il a grindé, il a serré les dents. 2h35, c'est très solide. Et bien sûr, notre Marianne Hogan national était à Boston pour courir avec son frère, pour voir comment les jambes pouvaient réagir à un marathon, considérant qu'elle revenait tout juste du Portugal où elle a eu un gros camp d'entraînement avec l'équipe de Salomon. On n'en parle pas plus, j'aurai l'occasion de reparler avec Marianne dans un prochain En route vers Western State de ce Boston-là puis de ce qui s'en vient pour elle. Donc, félicitations à tous nos Québécois et Québécoises qui ont participé au marathon de Boston. C'est très difficile de se qualifier. Il faut faire des gros chronos. Vous êtes rendu jusqu'à Boston. Peu importe ce qui s'est passé dans les rues de Boston, j'espère que vous avez eu du plaisir. Une course qui a eu lieu la semaine passée, dont je voulais vous parler, c'est le Zion 100. Donc, c'est une course assez roulante qui se passe tout près du parc national de Zion en Utah, qui attire toujours beaucoup de Québécois. Puis cette année, ça n'y a pas fait exception. Pour vous donner une idée, quand je dis une course roulante, le 100 000 a 3100 mètres de dénivelé positif. Donc, on est loin des sentiers québécois qui sont plus techniques ou des sentiers montagneux qu'on peut retrouver au Colorado ou en Europe. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est facile. Oh non! Très difficile d'avoir un parcours qui est plutôt plat parce que faut courir en continu, ou en tout cas si on veut maintenir une vitesse qui est intéressante, il faut avoir un pas de course en continu, puis ça c'est très difficile, on ne change pas le mal de place avec des montées, des descentes, donc course qui est très difficile à Zion. Beaucoup de Québécois, j'ai le goût de les nommer parce que contrairement à Boston, la liste est plutôt mince, mais quand même beaucoup de monde qui ont fini le 100 miles, donc Justin Langevin, Mathieu Masdoumier, Michael Garneau, Jean-Mathieu Chénier, Jason Lafontaine et Simon Guérard qui ont terminé le 100 miles. Sur le 100 km, plusieurs Québécois, Québécoises. Jade Raymond qui a terminé 4e femme. Il y a Louis-Philippe Asselin qui a terminé. Geneviève Chamberlain. Sébastien Dion qui a fini 9e overall. Très grosse performance là. Karsten Mayer-Jacob et Mathieu Lendick, donc des Québécois qui ont terminé le 100 km. Sur le 50K, Amélie Lachance, Myriam Clich, Pierre-Luc Mailloux, David Robitaille, Éléonore Coutu, Hugues et Étienne Brassard et Surya Sarkar-Huot. Félicitations à vous autres. Et sur le 25 km, Pascal Vincent, Jean-François Lemieux et Rosalie Kim Bruno. Donc, félicitations à tout ce monde-là qui ont participé au Zion 100. Si ça peut vous intéresser, une course de mois d'avril plutôt roulante, désertique avec des points de vue écœurants, allez voir ça, vous allez vouloir l'ajouter sur votre bucket list. Parlant de Zion, parlant de Simon Guérard que j'ai nommé tantôt parmi les finishers du 100 000, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais reçu à l'épisode 132 dans mon épisode de balado-réalité à Coldwater Rumble, le 100 miles que j'ai fait en janvier. Vous l'aviez entendu, Simon, c'est un Québécois qui vit en Californie puis qui enchaîne les 100 miles à un rythme complètement fou. Écoutez, avec son finish à Zion 100, ça lui fait 17 courses de 100 miles complétées en 17 mois. 1700 miles, 17 mois, pensez-y. C'est complètement fou. Donc, il est vraiment le fun à suivre, Simon. Dans la description de l'épisode, je vais vous mettre le lien vers ses comptes médias sociaux. Il est vraiment le fun à suivre. Il fait des vidéos recap de ses courses, toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de passion. Donc, c'est le fun à suivre. Puis là, il y a un gros défi qui s'en vient. Il sort des 100 miles et s'en va faire un 135 miles et pas n'importe lequel. L'infâme Badwater 135, la course la plus chaude au monde dans la Death Valley en Californie. Ça se passe en juillet, fait qu'on lui souhaite une bonne préparation, mais surtout un bon processus d'acclimatation à la chaleur. En vivant à San Diego, il part avec une petite longueur d'avance. Donc, Simon Guérard, un nom à retenir, un gars à aller suivre. La semaine passée, avec l'ami Nicolas Dan, on a parlé du Istria 100, une course en Croatie. On avait prédit une victoire de Jim Wamsley, puis c'est exactement ce qui s'est passé. C'était une course vraiment tripante à suivre, parce que pendant plus de 100 km, Arthur Joyeux-Bouillon, le français, et Jim Wamsley ont couru ensemble. Au 100e kilomètre, on se dit « OK, ils vont-tu finir ensemble? » Ça se maintenait, c'était impressionnant la vitesse à laquelle il allait. Finalement, Jim Wamsley a ouvert la machine, puis écoutez, dans les 20 km suivants, entre le 100e et le 120e, il a pris 20 minutes d'avance. 20 minutes, c'est 1 minute par kilomètre. C'est énorme comme avance à prendre aussi tard dans une course. Puis ça s'est continué comme ça parce qu'il a finalement terminé
plus d'1 heure d'avance sur le deuxième. Donc, Jim Walmsley l'emporte, va chercher un record du parcours. Il a fait ça en 17h40 comme un pro. Et bien sûr, l'objectif pour Jim Walmsley, c'était d'aller se chercher un dossard pour l'UTMB 2023. C'est mission accomplie. Puis Arthur Joyeux-Bouillon, il n'est pas en reste, il finit deuxième, très grosse performance, et lui aussi sera sur l'UTMB 2023. Il y a Pavle Krúljak qui complète le podium, donc lui aussi sera à l'UTMB. Du côté des femmes, sur le 100 miles, c'est la japonaise Kimino Miyazaki qui l'a emporté avec plus de 2 heures d'avance. Écoutez, sur la deuxième, Maria Nikolova, et la troisième, Stefania Buzinku. Donc, toutes trois obtiennent aussi leur dossard pour l'UTMB 2023. Sur le 110 km à Istria, l'étoile montante de la trail, Théo Le Boudec l'a emporté, alors que chez les femmes, c'est Sarah Vieuil qui est montée sur la première marche du podium. Sur le 69 km, il y avait l'ami Guillaume Audette, on en a parlé au dernier épisode, très bien fait, un 8h03, une 11e place dans sa catégorie, donc grosse performance pour Guillaume en Croatie. On lui souhaite surtout une bonne récupération parce qu'il va participer à The Canyons, le 100 miles, dans une semaine. Mais sur le 69 km, en avant du pack, il y avait du gros calibre et, sans surprise, c'est les grosses vedettes internationales, Stian Angermund et Blandine Lirondelle qui l'ont emporté. Blandine, la Française qui remporte toutes les courses qu'elle entreprend. C'est très impressionnant le parcours de cette fille-là. A terminé 5e overall, première femme bien sûr, donc très grosse performance à Istria. Je tiens à le mentionner aussi sur le 69 km, Milena Désy-Lévesque et Alexandre Raymond que j'avais reçus ensemble à l'épisode 119 ont eux aussi complété ça. Et mention spéciale aussi à Audrey Tanguy, une ultra-traileuse française de renom, que j'avais reçu à l'épisode 69 de Pas sorti du bois, qui a terminé 2e sur le 42 km. Donc, c'était le tour de roue pour Istria 100. Demain, samedi le 22 avril, c'est le Mute, le Madère Island Ultra Trail. Je ne retomberai pas dans les analyses, je ne reparlerai pas plus que ça. Si vous voulez savoir quoi suivre à cette course-là, il faut écouter l'épisode 147 que j'ai enregistré la semaine passée, le Café du vendredi avec Nicolas Dan. Je souhaite une super course à tous nos Québécoises qui sont à Madère. C'est une île paradisiaque, c'est une course qui s'en vient mythique dans le trail. C'est rendu une course qui est vraiment un incontournable. Puis je pense qu'on va avoir un maudit bon show en fin de semaine. Je tiens à mentionner aussi que demain, samedi 22 avril, il y a aussi le New Jersey Devil 100. C'est une course que je ne connaissais pas, mais j'en ai entendu parler parce qu'une certaine Stéphanie Simpson va y participer. Donc, à suivre, je pense que Stéphanie veut se qualifier pour la Badwater 135 dont je parlais tantôt avec Simon Guérard. Ça lui prend un 100 miles, donc ça va être son 100 miles de cette année. Donc, Stéphanie, on te souhaite une bonne course. On entre dans le vif du sujet. The Canyons, une course qui a lieu dans 2 semaines. En Californie, sur les sentiers de la Western State. Écoutez, le départ et l'arrivée se fait à Auburn, l'endroit où ce sont les arrivées mythiques de la Western State. Donc, on emprunte des sentiers semblables, mais The Canyon, c'est pas juste une copie de la Western State, c'est une course à part entière qui est de plus en plus connue puis qui a intégré l'UTMB World Series. Donc, c'est la The Canyons by UTMB. Et particularité, un peu comme le QMT au Québec, on dirait que quand les gens l'emportent, ils ramassent plein de prix parce qu'ils ont des accès à plein de courses. C'est un peu ça à The Canyons parce que vu que c'est une course by UTMB, le top 3 hommes et femmes, du 100 miles s'en vont à l'UTMB, du 100K s'en vont sur la CCC, du 50K s'en vont sur l'OCC, donc toutes les courses qui ont lieu dans le cadre de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Mais en plus, sur le 100 km, c'est aussi une course Golden Ticket pour la Western State. Donc, je rappelle ce que c'est que la Western State a identifié plusieurs courses un peu partout dans le monde où les 2 premiers hommes, 2 premières femmes remportent un accès direct à la Western State. Donc, pour des athlètes élites, c'est souvent l'une des seules manières de se qualifier plutôt que de passer par la loterie qui peut être très, très longue pour le commun des mortels. Donc, le 100 km, il y a 2 places hommes, 2 places femmes qui s'en vont direct à la Western. Donc, on s'entend que les personnes qui vont se battre pour la première et la deuxième place sur le 100 km peuvent s'enligner toute une saison qui va suivre par après parce que, nécessairement, quand tu gagnes, par exemple, le 100K, tu as ton accès pour Western State à la fin du mois de juin et pour la CCC à l'UTMB à la fin du mois d'août. Donc, beaucoup de choses qui sont en jeu en fin de semaine. Pour vous donner une petite idée de c'est quoi les parcours, oui, ça se qualifie comme roulant si on compare à d'autres courses plus techniques, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est une course qui est très, très, très challengeante. Il y a de la chaleur en juin pour la Western State. En avril aussi, c'est chaud. Sur le 100 000, on parle de 5100 mètres de dénivelé positif. Sur le 100K, c'est 3200. Sur le 50K, c'est 1600 mètres de D+. Et sur le 25K, 850 mètres.
On a une grosse délégation québécoise. Écoutez, j'ai compté plus de 20 noms. Je ne vais pas tous vous les nommer. Désolé à ceux que je n'aimerais pas, mais vous comprenez, je ne suis pas ici pour faire des listes d'épicerie de noms. Mais quand même, je tiens à mentionner quelques athlètes à surveiller. Ryan Atkins, le champion du monde de Spartan Race, qui vit, je crois, dans le coin de Sutton, en Estrie. Ça va être très intéressant à suivre. Il va être sur le 100 miles. Un gars qu'on a vu très bien performer à Bandera depuis qu'il se tourne un peu plus vers le trail. C'est un gars qui va être à surveiller. Puis je pense qu'il fait encore de la Spartan Race. Mais si ce gars-là était 100% dédié à l'Ultra Trail, je pense qu'il serait dans l'élite mondiale sans aucun doute. Donc il va être intéressant à suivre à The Canyons. Guillaume Audette, je répète le nom de mon bon ami, mais écoutez, il était à Istria la semaine passée, il va être à The Canyons la semaine prochaine, sur le 100 000 par contre, donc ça va être intéressant à voir sa récupération. Maxime Fouquet, un gars à connaître, à découvrir, je l'avais reçu à l'épisode 37, donc Maxime Fouquet est sur le 100 miles. Il y a aussi Geneviève Asselin de Mers, troisième place à l'UTHC 125 l'an dernier, qui va être sur le 100 km. Geneviève, si c'est un nom qui vous dit quelque chose, était sur le panel Trail au féminin que j'avais fait à l'épisode 125 de Pas sorti du bois. Il y a aussi une certaine Mélodie Gilbert que vous connaissez peut-être qui est sur le 50 km à The Canyons, tout comme Yann Chopé, Marianne Ouellette, Minhan Pham, le fondateur de NAC, que j'avais reçu à l'épisode 120, plusieurs autres. Ça promet, c'est une belle course, ça va être le fun à suivre. On a des Québécois, des Québécoises à suivre. Très intéressant. Un petit truc, moi, pour ces courses-là, c'est pas toutes les courses qui sont là-dessus, mais quand on veut le suivre puis il n'y a pas de live feed, il y en a un dans le code de Canyons, mais on n'a pas toujours le temps de se scotcher un écran pour suivre la course. Moi, j'ai l'application Live Info, donc en un seul mot, L-I-V-E-I-N-F-O. Donc avec ça, vous pouvez suivre les courses internationales. Ils sont pas toutes là, mais The Canyons va y être. Vous pouvez même identifier vos athlètes favoris, fait que les noms que je viens de nommer, les autres Québécois qui sont là, vous pouvez aller les suivre, puis vous allez voir leur progression dans la course. Donc, c'est un bon outil pour suivre ces courses-là. Tant qu'à jaser de The Canyons, on va aller rejoindre une athlète québécoise que vous connaissez bien, qui est déjà venue à Pas sorti du bois et qui va être en Californie pour la course. Et j'ai nommé Mélodie Gilbert. Mélodie, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Allô, merci de me recevoir encore. Content de te revoir. Écoute, la plupart des invités que j'ai reçus 2 fois, la première fois, ça a été en Zoom parce que c'était la pandémie, puis ensuite, c'était en présentiel. Toi, tu as vécu le contraire. Tu es venu dans mon sous-sol ici, enregistrer une première fois, puis là, ton deuxième passage à Pas sorti du bois, ça se fait en Zoom pour un café du vendredi. Ben oui, un petit café à distance. Je le disais en introduction dans la première partie de l'épisode, tu t'en vas faire The Canyons en Californie. Parle-moi de comment cette course-là, comment tu l'as choisie, comment ça s'est présenté, comment tu as monté ton calendrier, puis comment elle s'est ramassée comme ça au mois d'avril à ton horaire. Ben oui, c'est ça. C'est que en fait, c'est drôle parce que la Canyon, c'était pas une course qui était vraiment prévue dès le départ. Je voulais seulement me trouver une course UTMB pour avoir des stones pour pouvoir éventuellement faire l'OCC. Mon but, c'est en 2024 là, pouvoir tenter ma chance dans la loterie de l'OCC. Puis là, tu t'es rendu compte après d'être inscrite que ça peut arriver plus vite que ça si tu as une bonne course. Exactement. Ben là, je me suis mis à regarder, aller voir c'était quoi un peu les qualificatifs pour tout ça, comment ça fonctionnait les stones, parce que je comprenais rien. Mais là, j'ai allé chercher mes informations, puis j'ai comme remarqué, après m'être inscrit que Canyons, en fait, c'est une course major, ce qui veut dire que si je fais un top 10 chez les femmes, j'aurai une qualification directe pour l'OCC cet été 2023. Par contre, c'est un major, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de calibre sur place parce que ça attire beaucoup les gens. Fait que je suis pas non plus désillusionnée là, si le top 10 se fait pas, je continue ma course, puis mon plan d'aller à la loterie va se poursuivre. Mais comme devenu un peu plus importante dans ma tête en me disant je vais tenter ma chance là, de pousser, voir si je suis capable d'aller dans un top 10 peut-être. C'est ça, parce que je l'avais expliqué à d'autres épisodes que justement, le top 3 des courses by UTMB vont directement aux courses l'UTMB, OCC, CCC, tout ça. Mais j'avais oublié que les majors, dont The Canyon, c'est le top 10. Donc, c'est pas juste les 3 premières personnes, c'est les 10 premières. Donc, si tu as une bonne journée, tant mieux. Si tu n'as pas un top 10, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une mauvaise journée. On s'entend comme si le calibre est très élevé dans ces courses-là, encore plus à The Canyons. Comme tu dis, tu seras en train de ramasser tes stones pour le futur. Exactement, ça sera pas perdu. Même si j'ai une mauvaise journée, je vais m'arranger pour la terminer pour avoir mes stones.
Exact. Puis de toute façon, ben, je pense que c'est une expérience aussi. Tu sais, t'as expérimenté quand tu étais venu au podcast, tu nous avais raconté justement ces premières courses-là où tu es sorti du Québec puis tu as apprécié voyager avec le fait de faire une course. Là, c'est carrément ça. Tu t'en vas en Californie. Comment on s'entraîne pour aller faire une course désertique en plein mois d'avril alors qu'on vit, dans ton cas, en Estrie avec l'hiver québécois? Je pense qu'il est moins pire de votre côté, mais ça reste que c'est l'hiver pareil. Comment tu t'es entraîné? Comment se sont passés ces blocs d'entraînement-là? Exactement, ben c'est comme tu dis, on est en plein hiver, on peut pas faire ben de trail, on peut pas faire ben moi je suis allée chercher là carrément autre chose. Je pense que les gens ils essaient souvent d'être spécifiques. Je travaillais en intervalle. Fait que j'ai fait beaucoup d'intervalles de vitesse là, même dernièrement, je me suis testée sur un demi-marathon sur route là même. J'ai fait vraiment beaucoup d'intervalles de vitesse puis même sur le tapis roulant. Très peu de dénivelé. J'ai fait aller chercher un petit peu de dénivelé là, en ski aussi, mais c'est pas tant de dénivelé que ça cet hiver. Fait que je te dirais que pour le dénivelé, justement, là, j'ai fait beaucoup d'intervalles cet hiver. Ensuite, là, dès que j'ai pu un peu plus, je suis allée en chemin de terre, beaucoup, parce que Canyons, c'est un parcours qui est très roulant. En fait, là, sur le 50 kilos, il y a seulement 1700 de D+. Puis, c'est pas technique, c'est comme vraiment super roulant, up and down, des petits up and down. Fait que je suis allée chercher ce genre de parcours-là en chemin de terre. Là, dans les derniers mois, c'est pratiquement là que je faisais toutes mes plus longues sorties là, pour me ressembler un petit peu plus là, à des canyons. Sinon, là, c'est sûr que dernièrement, merci. D'ailleurs, je vais faire une petite plug à David Jecker j'ai commencé un petit protocole d'adaptation à la chaleur. Dans ce temps-là de l'année en Californie, là, ça va être un 25 ensoleillé, là, fait que c'est quand même assez chaud, qu'on n'a pas encore connu ça. Fait que j'ai fait je fais un petit protocole d'adaptation à la chaleur aussi pour mettre toutes les chances de mon côté. Mais j'ai le goût Euh, qu'on entre dans le sujet. C'est quoi le processus? De quelle façon tu l'as fait? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs façons de le faire. Toi, de ton côté, ça ressemble à quoi? ben, je suis allée vraiment avec les recommandations à David, là. Je suis allée avec le bain chaud plutôt que le sauna ou d'autres techniques, là. Fait que tout simplement, après mes jogs, pas après des intensités. Fait que tout de suite après un jog, bain chaud à 40 degrés, entre 20 et 30 minutes, là, puis entre 2 et 3 semaines avant l'événement, là, d'être régulier là, euh, sur les bains chauds. C'est sûr que tu t'en vas pas non plus faire Badwater. J'en parlais dans la première partie de l'épisode. Tu sais, des courses où justement, là, c'est du 40 degrés. Plus là, on n'est pas Exact, là ouais. du tout. Mais ça demeure qu'aller courir à 25 quand on est dans le printemps québécois, c'était pas la même game. Non, c'est ça. Puis ne serait-ce qu'en fin de semaine, là, au Québec, il a fait super chaud. On a eu un genre de 20-25. Puis, tu sais, ça paraît tout de suite, là, les sorties, on est comme, oh, tu sais, il faut boire plus, il faut être plus adapté. Fait que je pense que ça va me donner un petit coup de main de m'avoir préparé à ce niveau-là. Ben oui, j'ai vécu exactement la même chose en fin de semaine. Justement, aller courir quand il a fait un petit peu plus chaud. Ça n'a pas monté à 20 dans le coin de Québec, mais le besoin de boire autant, ça faisait longtemps qu'on avait vécu ça avec l'hiver. D'habitude, c'est un peu différent. Donc, c'est une nouvelle adaptation, là. Ouais, exact. Bon, fait que là, The Canyon s'en vient. Est-ce que tu as analysé le parcours? On parlait de 1700 mètres de dénivelé sur 50 kilomètres, mais as-tu analysé le type de parcours, l'élévation, c'est où il va falloir que tu ouvres la machine? Es-tu dans ce type de préparation-là, d'analyse technique? J'analyse pas tout en détail. J'ai regardé là, le profil là, en tant que tel, là, comment qui était fait là, justement dans les dernières semaines quand je commençais à me faire des trainings un peu plus spécifiques là, parce que comme je disais cet hiver c'était moins spécifique. Puis surtout, tu sais, je suis allée voir un peu des vidéos, photos pour voir le parcours. C'est pas technique, c'est pas des grosses montées longues, tu sais, c'est vraiment du up and down. Fait que je te dirais que j'ai même dernièrement changé d'idée par rapport à mon gear. Ce qui est une autre chose qui est important, je pense, de pratiquer. Parce que là, j'ai mis mon gear que je mets habituellement, qui est une veste avec tu sais, mes deux flasques à l'avant, parce que c'est comme ça, je suis habituée d'avoir les mains libres, tout ça. Quand on a un pace plus rapide, parce que là, le pace est plus rapide, là, c'est ce que j'ai pratiqué aussi, ça bougeote trop. Puis ma veste, à part mes deux flasques, elle a rien d'autre, elle est à moitié vide parce que j'ai pas besoin de rien presque dans cette course-là. Fait que là, j'ai changé de stratégie. Je vais avoir une petite ceinture à la taille, puis une bouteille dans ma main, puis on va y aller vraiment là, lightweight,
Puis rapide, on remplit juste la bouteille au ravito. Puis en plus, on a la chance que ça soit des ravitaux NAC. Fait que moi, je suis habituée de courir avec le drink mix de NAC comme énergie liquide. Fait que je vais avoir juste besoin de remplir ma bouteille au ravito, puis je n'aurai pas trop à me casser la tête, ce qui est absolument incroyable. Quand même pas pire pour les athlètes NAC, là, ça, le fait que NAC est le fournisseur nutritionnel officiel des courses by UTMB, parce que là, partout où tu vas faire des courses by UTMB, c'est du NAC dans tous les ravitaux. C'est quand même un gros changement puis une adaptation, ou en tout cas un stress de moins quand tu te dis, ben là, je peux juste m'appuyer sur ce qu'il y a dans les ravitaux, là. Ah oui, puis tu sais, pas besoin de la traîner, ton petit sac de poudre, là. Il est déjà tout mélangé, tout préfet, fait que j'ai juste besoin d'ouvrir ma petite bouteille, me remplir, puis on est reparti, là. Surtout pour un parcours qui est aussi roulant, puis il y a beaucoup de ravitaux, fait que je suis beaucoup moins stressée de me traîner mon gear sur moi, là. Je peux y aller assez light. Avec une course américaine, mais tu vas la faire à l'américaine, minimaliste, avec très peu de gear. Ça va être intéressant, ça va être différent de ce que tu es habitué de faire. Ouais, ben j'ai hâte parce que en fait, je pense que ça peut être peut-être bénéfique pour moi que je pense que je suis une athlète que j'ai quand même de la vitesse vu que je suis habituée de faire du plat. Puis dans la dernière année, en fait, j'ai été amenée à faire des courses qui étaient, tu sais, avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de longues montées. Puis je pense même pas que c'est vraiment ça ma force, c'est que j'ai hâte de voir là sur une course roulante comme ça si je peux bien faire là. Mais là, tu sais que si tu fais bien, puis le but n'est pas de te mettre de la pression, tu vas aller t'amuser là-bas. Mais mettons que tu fais un top 10, là, il va falloir que tu switches de gear parce que là, l'OCC, à la fin du mois d'août, je pense 30 août, 1er septembre, là, on est à l'opposé. Oui, c'est rapide dans le sens où c'est pas technique, mais là, c'est l'opposé complètement en termes de roulant. Là, c'est plus du double du dénivelé de Canyons là, sur un 55 kilos. Ben, en fait, veux-tu savoir, faut déjà que je switch le gear de toute façon parce que début juin, moi, je m'en vais aux Worlds, aux championnats mondiaux en Autriche, sur le 50 km aussi. Puis là, ça, c'est du dénivelé aussi, presque. Fait que la vitesse est faite, j'en refais plus. Dès que je finis Canyons, je vais embarquer plus sur trail, dénivelé, préparation pour les Worlds. En même temps, on entend souvent qu'en termes de préparation physique, on voit beaucoup d'athlètes faire beaucoup de vitesse, beaucoup d'intervalles avant de justement, plus à la dernière minute ou dans les dernières semaines et derniers mois avant un objectif A, là, rentrer le dénivelé, mais que on voit ce type d'entraînement-là. Toi, dans ton cas, comment tu structures ton entraînement? Ben, c'est un peu ça, là. En fait, c'est mon coach, là, qui a un peu tout prévu ça, mais c'est un peu ça qui s'est passé, là, vu que là, on a travaillé beaucoup avec les intervalles, la vitesse. Puis, il me l'a répété et répété de pas me stresser à essayer d'aller faire du dénivelé de fou, dès que les trails ouvrent. C'est pas grave, en ce moment, le but, ça va être plus de faire quelques semaines de spécifique, oui, avec plus de dénivelé, mais rien de fou, là. Je suis pas quelqu'un que tu vas voir aller faire un week-end choc de débile mental avec comme le trip de dénivelé que j'ai déjà fait, là. En fait, j'y vais vraiment de façon safe et de façon progressive. Puis oui, c'est sûr que après Canyons, je vais embarquer du dénivelé plus, mais c'est ça. On va y aller quand même safe. Je comprends. Tu viens de le dire, l'Autriche, les championnats du monde. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette saison-là? Parce que ça, cette sélection-là, c'était prévu, tu t'y attendais ou c'était inattendu? C'est que dans le fond, j'ai posé ma candidature, je pense que c'est à l'automne dernier. Puis les sélections officielles, là, ça fait pas longtemps là, qu'on le sait, là, ça fait à peu près un mois. Je pense qu'ils l'ont annoncé. Fait que, tu sais, tout le monde me demandait, puis ta saison 2023, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Puis tout reposait, tout était en Oui. attente, là. Il y avait rien de fait parce que là, dès que j'ai su que j'étais sélectionnée sur l'équipe, ben ça, c'est ma course A, là, tu sais, c'est Ah ma oui. principale. Fait que le reste de ma saison se construit autour de celle-là. C'est là que, après ça, j'ai décidé que Canyons devienne un petit peu plus importante aussi. Je te dirais que l'Autriche, c'est mon principal, là, le Worlds. Ensuite, selon le résultat de Canyons, ça va changer pour le reste, s'il y a OCC ou non.
Sinon, ben, ça va ressembler à des courses de la Golden Trail Series parce que j'ai eu bien du plaisir l'année passée. Fait que je reste toujours sur du 25 à 50 kilos. C'était un peu C'est ce que je l'objectif préfère. quand on s'était parlé. C'était ça, c'était de retourner dans la Golden Trail Series. Bon, là, il y a des belles opportunités qui sont présentées, mais c'est quand même pas C'est si ça. mal si finalement tu retournes faire ces courses-là parce que c'est encore là des courses très compétitives dans des endroits qui sont magnifiques, là. Exact, là. Puis il y a un doublé là aux États-Unis avec Mammoth puis Pike Peaks. Ouais. En tout cas, j'ai déjà mes inscriptions, fait que Ah tu sais, ouais. si tout se passe bien là, je vais aller là, puis ça va être un beau 2 semaines là, aux États-Unis que je vais avoir l'occasion de faire si jamais l'OCC fonctionne pas. Ouais. Plein de belles options. Oui, Pikes Peak, en plus, c'est un 42 km ou un 21, la Scent, qui la sont des scène. courses mystiques aux États-Unis. C'est une des courses qui est là depuis le plus longtemps. Puis c'est sûr qu'on entend beaucoup parler des 100 miles américains puis les classiques, là, les Western State, Leadville et tout ça. Mais dans le marathon de montagne, Pikes Peak est pas mal la course la plus connue. Puis Kilian y est retourné année après année à tenter de battre le record du parcours. A jamais réussi. C'est un gars, Matt Mhm. Carpenter, qui est une légende aux États-Unis, qui est moins connu peut-être de notre génération de coureurs, mais il y a 10-15 ans, c'était une sommité. Puis ça l'a entretenu le mythe autour de Pikes Peak. Souvent, on voit des athlètes, tant qu'à être dans le coin, aller faire la montée dans l'espèce c'est une ancienne rail de chemin de fer, mais qui monte hyper vertical. Ça devient comme des marches naturelles. Ben, pas Ouais. naturelles parce que c'est un ancien chemin de fer, mais c'est pas un escalier conçu comme un escalier, mais c'est une espèce de kilomètre vertical complètement fou. Il y a de quoi de mythique par rapport à ce coin-là du Colorado. Fait que je te le souhaite ou je te le souhaite pas. Ça dépend c'est quoi les autres objectifs et comment Canyon ça se passe, mais ça sera un beau prix de consolation si l'OCC marche pas, hein. Ah oui, je pense que je serais pas déçue de rien là. D'une manière ou d'une autre, ma saison 2023 s'aligne pour être vraiment le fun. Puis, tu sais, ça c'est mes grosses courses importantes que je dirais à l'international. Mais je vais faire des courses au Québec là. C'est sûr je vais venir m'amuser sur les courses au Québec. Je vais avoir des aventures de crew aussi, quelque chose que j'aime vraiment faire. Fait que je vais rester quand même présente là, ici aussi. Un bel état en perspective. Oui. Fait que là, de Canyon, si tu pars très bientôt, je le dis dans l'autre partie de l'épisode, il y a beaucoup, beaucoup de Québécois, une grosse délégation de Québécois. Toi, est-ce que tu t'es arrangé avec d'autres Québécois là-bas? Est-ce que tu loges avec du monde d'ici? Eh oui, j'ai été chanceuse parce que je me suis comme infiltrée dans une petite gang là, qui s'est déjà loué un Airbnb. Puis on va être 8 Québécois là, ensemble. Là, fait que ça va être vraiment le fun de partager ça aussi avec d'autres gens, d'autres Québécois, tout le monde ensemble dans un petit Airbnb, à partager l'auto, à se rendre à la course ensemble. Puis c'est ça, on est sur différentes distances aussi. Fait que ça va être vraiment super cool. Il y a vraiment quelque chose par rapport de Canyon cette année. Il y a une convergence de Québécois qui vont se diriger vers la Californie pour faire cette course-là. Fait que ça va être très le fun à suivre en fin de semaine. Non, en fin de semaine prochaine. En fait, au Prochaine, moment, ouais. je vais le redire juste pour que ça marche avec le moment d'édition de l'épisode. Ça va être le fun à suivre en fin de semaine prochaine. Je te souhaite une bonne fin de préparation, un bon affûtage, un bon taper d'ici là. Amuse-toi. Je pense que c'est ça l'important dans une course comme ça. Puis en plus, avec une gang de Québécois, ça devrait être un week-end bien trippant. Ah oui, puis j'ai tellement hâte d'aller au show puis de vivre l'expérience. Là, c'est sûr que je vais m'amuser à 100% que je vais en profiter. Puis merci de m'avoir donné la chance là, d'en parler aujourd'hui sur le café du vendredi. C'est vraiment un beau concept que tu as amené. Là, c'est super le fun. Écoute, merci. C'est la version congé de paternité ou la version j'ai moins de temps dans une semaine, mais j'ai quand même le goût de sortir les épisodes. Vous l'avez peut-être même entendu, les gens. Ça se peut qu'à certains moments dans l'entrevue, vous avez entendu mon petit Elliot pleurer, crier, jaser, couiner à côté. Ça fait partie du beat de parentalité / podcasteur. C'est tout ça ensemble. Ça se mixe. Puis j'espère que vous saurez pardonner ces petits sons qui sont arrivés dans le micro. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. On comprend ça. Ben, merci. Merci beaucoup, Mélodie. Bonne course. Puis à tous les Québécois et les Québécoises qui font des courses en fin de semaine, la fin de semaine suivante, des noms que j'ai nommés ou que j'ai pas nommés. Il y en a tellement à suivre, ça devient difficile. Je vous souhaite des bonnes courses. Amusez-vous. Des bons entraînements à tout le monde au Québec. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal de Pas sorti du bois, Noctem qui applique 1. Et toi, Mélodie, merci de t'être prêté au jeu du café du vendredi. Puis je te souhaite une bonne fin de semaine. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.